Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Hello tout le monde, c'est Alice pour ce 3e épisode de Gone Digital. Aujourd'hui, j'accueille avec immense plaisir Jessica Roland. Salut Alice. Consultante social media, web marketing et gérante de l'agence Someday à Lyon. Comment tu vas, Jessica ? Eh ben ça va, écoute. Ouais. Et toi, ça va ? Tranquille. Cool, ça va. Je me pose toujours la question à mes invités, est-ce que tu viens de Lyon à la base ? Eh oui, je suis une Lyonnaise. Tu es une Lyonnaise de base ? Depuis toujours. Je suis passée un petit peu par l'Isère étant petite, mais bon, on peut estimer que ça va, c'est que pas je très suis loin. lyonnaise, voilà. D'accord. Ouais. Une vraie gone. Une vraie gone digitale. Quelle relation est-ce que tu entretiens avec le web ? Eh ben, plutôt passionnelle, voire addictive. D'accord. Alors, ça va mieux maintenant, mais en tout cas, passé un temps, ma vie entière tournait autour du web. Et depuis que j'ai, peut-être 15-16 ans à peu près. Donc, d'accord, donc c'est une passion très... C'est une vraie passion. J'ai toujours à peu près compris que le web aurait une place dans ma vie professionnelle. Je ne savais pas comment, en tout cas, mais je me suis tout de suite sentie à ma place, en tout cas. D'accord. Voilà, et puis petit à petit, c'est venu dans ma vie professionnelle, mais ça l'était déjà dans ma vie personnelle, en fait. T'es tombée dedans quand t'étais ado ? Bah voilà, comme Obélix. Comme Obélix. Ok. Donc, je rappelle, ton parcours, tu as été responsable commercial du pôle formation B2B chez Adecco, c'est bien ça ? C'est ça. Attaché commercial publicité chez Radio France, chargée de communication chez WeDeep, et enfin à ton compte avec Limae, où tu as été formatrice et community manager. Ouais. Et après, maintenant, tu as ta propre agence qui s'appelle Someday. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ces différentes expériences et de ce qu'elles t'ont apporté ? Eh ben, avec plaisir. J'ai donc eu un parcours qui était principalement commercial avant de rentrer dans le grand monde de la communication digitale. Que ce soit chez Adecco, chez Radio France ou même chez WeDeep, je faisais énormément de conseils, énormément de prospection aussi. Et également tout ce qui allait être autour du commercial, donc de l'assistanat jusqu'à la négociation. Enfin voilà. Et ça a été vraiment un socle hyper important parce que peu importe ce que j'ai fait plus tard, et notamment dans la communication digitale, j'ai toujours gardé mes réflexes de commercial et mes réflexes aussi un petit peu héroïstes, si je puis dire. C'est que j'ai toujours réfléchi en fonction à quoi ce que je faisais pouvait servir pour dénicher des nouveaux clients, donner de la visibilité à une marque. Enfin, j'avais toujours ces réflexes de commercial qui est dans la conquête, en fait. D'accord. Donc, je pense que vraiment, ces différentes expériences que j'ai eues... aussi en même temps que mes études m'ont vraiment aidé à avoir cet aspect-là et pas uniquement communication. D'accord. Et puis après effectivement, je me suis mis à mon compte, mais en tant que freelance, en tant qu'auto-entrepreneur, et ça a été le début d'une histoire d'amour avec l'entrepreneuriat, du coup. Voilà. Qui ne s'est jamais arrêté. Qui ne s'est jamais arrêté, mais qui du coup a évolué. Parce que d'auto-entrepreneur, petit à petit, j'ai eu envie qu'une équipe me rejoigne et ça devenait de plus en plus logique d'être en agence. Mais super formateur là aussi, puisque j'ai fait mes premières armes en community management, en rédaction web, en gestion de projet, et puis l'auto-entreprise, c'est fantastique pour se lancer, donc franchement, aucun regret d'avoir démarré par la porte du freelancing. D'accord. Bien au contraire. Et au niveau de tes études, du coup, tu as été commerciale, c'est ça ? Tu as fait des études de... Oui, alors ça a été en dents de scie, les études. D'accord. C'est une relation un peu amour-haine, hein, les études. Okay. J'aime trop, ça me manque, je les reprends, ça me saoule. Donc voilà, pour la faire courte, j'ai fait un BTS au départ, un BTS tourisme. Ok. À la suite de mon bac, j'ai fait une pause. J'ai repris mes études en école de commerce, pour faire du marketing. Et en fait, chaque fois que j'avais une mission, un stage marketing ou une alternance marketing, elle se soldait toujours par du marketing très très proche du commercial. Du coup, j'étais très vite intégrée dans les équipes commerciales, en fait. Okay. Et Radio France, ça a été la fin de mes études, puisque je l'avais fait en alternance. Ok. Et ensuite, donc j'ai validé un Master 2 en vente et management commercial. D'accord. Marketing, et puis petit à petit communication, et puis petit à petit commercial. Enfin, je voulais toucher à peu près à tout, mais je savais qu'à un moment donné, je reviendrais vers le commercial. Donc cette double casquette commerciale et marketing t'a beaucoup aidé, du coup, pour ton...
Ouais, pour ton agence maintenant ou pour tes... En tout cas, ça a donné un profil un expériences. petit peu hybride, ouais. C'est Et ça. qui, moi, j'ai la sensation, me sert en tout cas, notamment quand je me retrouve face à un dirigeant d'entreprise, j'ai l'impression qu'on parle vraiment le même langage. C'est ça. Et puis la réalité du terrain aussi, parce que le job de commercial est quand même pas si évident que ça. Il y a beaucoup de codes et il y a beaucoup d'hommes aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à comprendre et j'ai pas été surprise du coup. Donc pour moi, j'ai senti que c'était une grande force et je pense que ça se sent dans tous les dossiers ou les stratégies ou les formations que je vais rendre. Il y a une patte commerciale, clairement. D'accord. Ok. Donc depuis juin 2014, c'est ça? Tu es consultante et directrice de l'agence Someday. Et oui. Comment s'est passée la création de ton agence et avec qui est-ce que tu travailles? Et ouais, depuis juin 2014 déjà. bail. Ça fait un bail. Comment ça s'est passé? Et écoute, déjà, la première chose, c'est que je me suis dit, dis donc, freelance, il y a un seuil à l'époque, auto-entrepreneur, qui était, me semble-t-il, de 32 000 euros de chiffre d'affaires. Et petit à petit, le bouche à oreille avait fait son effet, je pense, parce que les 32 000 euros commençaient à arriver. Et je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, est-ce que j'arrête de travailler? J'atteins mon seuil et je me dis que ça y est, j'atteins ce que je voulais faire. Les Bahamas, c'est bon. Je sais pas si avec 32 000, je vais aller très loin. Alors, une fois que j'ai tout payé, les charges et tout. Mais bon, voilà, pourquoi pas. En tout cas, des belles vacances. Et puis le deuxième scénario dans cette histoire, c'était, est-ce que finalement, il y a des clients avec qui j'ai encore envie de travailler? Est-ce que je continue? Et est-ce que cette fois, je romps un petit peu la solitude? Et j'ai commencé à travailler avec d'autres freelances. J'ai décidé de changer de statut. Donc, tu es passée en quel statut? En EURL. En d'accord. EURL, ouais. J'ai décidé aussi petit à petit de me dire, tiens, ce serait bien qu'il y ait quand même quelqu'un qui vienne à l'agence et qui comprenne un petit peu comment fonctionne l'agence et pas juste, tiens, une mission par-ci, une mission par-là, parce que c'est très dur aussi. D'ailleurs, on a failli avoir l'occasion de travailler ensemble, toi et moi, mais un freelance qui travaille bien, c'est un freelance qui est complet, très souvent, qui a beaucoup de travail. Et du coup, je me rendais compte que des fois, moi, j'avais des demandes un petit peu en mode pompier. Vite, il y a un dossier qui tombe. Il y a un feu qui brûle, des fois, les freelances n'étaient pas dispo. Des fois, les budgets, je les avais pas suffisamment bien négociés à l'époque pour pouvoir intégrer un freelance sur le projet. Enfin, très, très frustrant. Et j'ai fini par me dire, attends, peut-être qu'en fait, ça pourrait être cool de travailler avec quelqu'un d'autre. Donc, très instructif aussi en même temps. Très instructif parce que la gestion de projet, c'est un métier à part entière. Vraiment, et je pense que c'est un truc que j'ai découvert avec justement le freelancing, l'entrepreneuriat. C'est, ok, on n'est pas juste community manager, on ne travaille pas juste dans le web. Toujours une part de gestion de projet qui est assez affolante parfois sur les plannings, mais qui vaut le coup d'être abordée, quoi. D'accord. Donc, avec qui je travaille aujourd'hui, il y a une personne qui est ma collaboratrice qui s'appelle Léna, qui est maintenant, elle, la community manager et la rédactrice web dans l'agence. Moi, j'ai gardé ce que j'adore faire, donc le commercial, la relation client, l'élaboration de stratégie, et puis on travaille en binôme en général avec les clients, et de temps en temps, il y a des freelances, pareil, qui viennent nous rejoindre ponctuellement sur des dossiers. Ok. Et donc, voilà, encore un fonctionnement hybride, mais plutôt cool. Et ça roule bien. Ça roule, écoute. Ouais. Super. Ça marche, ouais. C'est chouette. Comment tu as ressenti la différence entre monter ton agence et être indépendante dans ton quotidien? Alors, j'ai ressenti la différence au niveau déjà administratif. Oui. C'est-à-dire que je passe vraiment beaucoup plus de temps qu'avant à discuter comptabilité et paperasse, très clairement. Enfin, voilà, c'est sur le quotidien ouais. gérante d'une agence. C'est ça. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'avais pas mesuré. Et tant mieux, parce que c'est le gros avantage d'être auto-entrepreneur, justement, c'est qu'on n'est pas tout de suite surchargé par ce genre de choses et qu'on a le temps d'apprendre à bien faire son métier avec les clients, d'apprendre à conquérir ses clients. Voilà, il y a quand même des choses quand on monte une entreprise qui sont les priorités, et les priorités, pour moi, c'est ça. Tout à fait. Donc, une fois que j'avais maîtrisé ça, j'étais en freelance depuis 2012, me rajouter une surcouche administrative, paperasse, comptabilité, gestion, à la limite, c'était pas grave, parce que tout le reste... Ça y est, j'avais des habitudes, j'avais quelqu'un qui était avec moi. Mais voilà, je pense que dans mon quotidien, c'est principalement ça qui a changé. Parce que finalement, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup un fonctionnement un à un avec mes clients. Et du coup, je retrouve mes réflexes de freelance. C'est moi qui suis en première ligne avec les clients, en règle générale en tout cas. Et du coup, je n'ai pas la sensation qu'il y ait vraiment beaucoup de choses qui changent. Non, parce que... D'accord. Alors si, il y a un autre changement quand même. Ma gestion du temps est bien meilleure. D'accord. Étonnamment, oui, c'est ça. Étonnamment, la gestion du temps, c'est l'inverse, en fait. Ouais, en fait, quand tu commences à être bien entouré et que
Et puis également que tu apprends à déléguer et à mettre un peu moins d'émotionnel dans les dossiers, parce que tu n'es plus la seule impliquée. C'est mon client. Oui, voilà, c'est mon client et il n'y a que moi qui sais faire. Non, pas forcément. Et ça fait du bien aussi de pouvoir relâcher la pression. Bah non, en fait, moi j'ai senti une vraie différence en termes de gestion du temps. J'ai plus de temps pour moi. J'ai plus de temps pour réfléchir à ce que je veux pour l'entreprise, donc à prendre des décisions moins hâtives aussi et moins dans l'opérationnel. Voilà, aussi. Exactement, à long terme. Et je prends plus de vacances. Waouh, des vacances. Des vacances. Pour les freelances qui nous écoutent, des vacances, on ne sait pas ce que c'est. Bah, j'espère que vous saurez, mais en tout cas, même en freelance, je me dis que j'aurais dû... rapidement, les enseignements que je me dis qui m'ont permis de passer en agence, au final j'aurais pu les appliquer en étant déjà freelance et en me disant ok, sur certains dossiers, oui je veux le prendre, mais je suis peut-être pas obligée de travailler seule. Est-ce que j'ai pas intérêt à former quelqu'un sur le long terme pour bosser avec moi, un autre freelance qui a envie de partager son aventure, voilà. Peut-être que en freelance j'aurais pu me soulager déjà beaucoup plus. D'accord. C'est une bonne leçon. C'est ce que, voilà, le recul me fait dire que j'ai attendu d'être en agence, je me sentais peut-être plus légitime, mais c'est un petit peu pas vrai. On peut le faire dès qu'on veut. Okay. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta propre entreprise ? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à lancer ma propre entreprise ? C'est une grande question, ouais. J'aime pas trop dire ça, parce que ça donne l'impression qu'il y a une vocation, et c'est pas vrai. Je me suis toujours dit qu'un jour... J'aimerais bien être mon propre patron, et je pense que ça venait du fait que mon papa était artisan charpentier et il travaillait déjà tout seul ou alors avec un collaborateur, mais il était très très libre à ce niveau-là. Donc j'avais déjà l'impression que c'était possible. D'accord. Et ça m'attirait beaucoup, mais vraiment depuis toute petite ça m'attirait. Par contre, ça veut pas dire grand-chose si derrière on sait pas quoi en faire, parce que monter une entreprise en soi c'est pas un métier. Enfin, à part à certains niveaux, à certains échelons. Je suis d'accord, mais quand t'es freelance, il faut quand même que t'aies un job d'abord. Donc, je me suis toujours dit que je finirais par monter mon entreprise si je trouvais un métier qui me plaisait suffisamment et qui me passionnait suffisamment pour y aller. C'est un peu ce que le web m'a apporté, du coup. J'ai quand même tenté de le faire en salarié. Ça a quand même fait partie du chemin aussi. J'avais besoin de me prouver que vraiment, je voulais être entrepreneur. Donc, je suis quand même passée par la case salariée. Et la case salariée me disait à chaque fois, ok, ça se passe bien, mais c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Et notamment pour des problématiques aussi de gestion du temps, gestion de moi-même, de mes prises de décision, mes envies, ma vision... Voilà, donc je pense que c'est un mélange de tout ça, l'idée que c'était possible qui germait déjà depuis que j'étais petite parce que je voyais des gens autour de moi le faire, et puis le fait de tester d'autres schémas qui ne fonctionnaient pas m'ont fait dire bon bah vas-y, il n'y a pas grand-chose à perdre au final. C'est ça. Mais en général, c'est ce qui arrive quand je pose la question à des entrepreneurs et des entrepreneureux qui me disent que je leur demande comment ils en sont arrivés là. Ils me disent en général qu'il y a quelqu'un de la famille ou de l'entourage qui a été déjà entrepreneur ou qui a eu sa propre entreprise. En fait, ça aide d'avoir déjà quelqu'un dans son entourage qui l'a fait. On se dit, ok, je peux le faire aussi. Mais c'est un peu vrai, je trouve, pour tout d'ailleurs, dans la vie. Le simple fait d'avoir des envies, puis de pas les exprimer, puis de voir à côté de soi quelqu'un qui évolue et qui le fait très bien, on s'autorise d'un coup à pouvoir le faire. C'est très inspirant, quoi. Ouais. Donc oui, certainement que ça va plus vite. Mais du coup, pour ceux qui seraient tentés par l'entrepreneuriat, moi je me dis, mettez-vous en contact avec des gens qui l'ont déjà fait. Accélérez le mouvement avant d'attendre que quelqu'un de votre famille... ça peut durer très longtemps, voire une éternité. Donc, Sur ton profil LinkedIn, il y a marqué que tes clients sont des gens de conviction, avec une éthique forte et des valeurs qui sont profondément humaines. Oui, ouais. C'est beau comment je dis ça. Explique-nous ce choix. C'est un choix... qui est né de plusieurs constats, mais le premier constat, c'était que mes premières années de vie en tant que freelance, je choisissais pas. C'est-à-dire que mon but, c'était quand même d'avoir des clients qui me faisaient vivre et qui me confortaient dans le choix que j'avais fait. Donc autant dire que la première étape, ça n'a pas été de choisir mes clients, mais de les attirer à moi déjà. Par contre, très rapidement, j'ai senti que parfois sur des dossiers, j'étais pas à l'aise. Enfin, en tout cas, je donnais l'impression d'être à l'aise, mais ça pouvait être une douleur pour moi de travailler sur des dossiers dans lesquels je me reconnaissais pas éthiquement parlant. Et ça peut passer, quand je dis éthique, c'est pas forcément une marque qui fait de l'humanitaire ou une association incroyable, mais c'est simplement le fait d'observer parfois en allant chez des clients qu'il y avait un management un petit peu abusif parfois, que leurs collaborateurs n'allaient pas très bien, ou me retrouver dans des situations où j'avais l'impression que je devais un petit peu mentir dans ma communication pour faire plaisir aux dirigeants. Exemple, promouvoir un produit qui avait peut-être pas fait tant que ça ses preuves. Enfin, tu vois,
Dans la communication, on est quand même très souvent confronté à ce genre de cas où au final, on est censé embellir la réalité et moi, je devenais de moins en moins à l'aise avec ça. C'est-à-dire que mon métier, c'est pas d'embellir quelque chose qui n'est pas beau. C'est d'embellir quelque chose qui l'est déjà et faire en sorte qu'il soit encore plus attractif, tu vois. Donc le temps est passé et je me suis dit qu'il fallait que je me réserve le droit de dire non. Et que pour moi, ça passait par, avoir un super bon feeling avec la personne qui va être mon interlocuteur ou mon interlocutrice. Donc, quelqu'un qui foncièrement me paraît être bienveillant. Une entreprise qui va bien. Et je parle pas uniquement d'une entreprise qui a des budgets, on parle même pas de finances, mais une entreprise qui va bien, dans laquelle il y a une atmosphère qui est quand même humaine, sereine, normale. Donc voilà, et qui, si possible, qui fait quelque chose d'éthique avec ses clients, donc qui respecte ses clients, qui leur vend quelque chose qui fonctionne, voilà, qui fonctionne. Mais voilà, tout ça, c'est un cercle vertueux et c'est génial parce que quand tu commences à dire non et à repousser les gens qui te paraissent pas être bons pour toi, pour ton business et pas vraiment bons dans l'ambiance dans laquelle ils vont te plonger, bah, au final, tu finis par attirer ceux qui t'intéressent et ceux-là attirent ceux qui t'intéresse aussi. C'est vraiment un cercle vertueux. D'accord. Tu y crois en l'instinct de l'entrepreneur ? Oui, je pense qu'on l'utilise pas assez. Je crois en l'instinct tout court, en fait. D'accord. Je pense qu'on l'utilise pas assez. Ça peut paraître un peu ésotérique pour le coup de parler d'instinct ou d'intuition. Même, on est très rationnel au final. Et même notre job, on essaye d'en faire quelque chose de très rationnel. Mais il y a 1 an et demi, je t'aurais dit, franchement, moi, tous ces trucs d'instinct et tout, ça me touche pas du tout. Force est de constater que mon instinct m'avait dit plein de choses et que je l'ai pas écouté et que du coup, oui, il se manifeste en fait. Donc je pense que ça existe, je pense qu'il faut l'utiliser et il y a des civilisations bien plus anciennes que la nôtre qui utilisaient l'intuition et l'instinct comme des armes à part entière et ça des fonctionnait boussoles. aussi. Exactement, bah oui, tout à fait, ouais. Donc voilà, je pense que ça existe. D'accord. Et je pense qu'il faut l'exploiter même. En parlant d'entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous décrire une journée type dans la vie de Jessica Rolland ? Eh ben, il y a pas tant de journées type que ça. J'essaye d'avoir une routine, mais j'ai un petit peu du mal avec les routines. Mais j'essaye d'en avoir quand même. Déjà, la journée type, c'est que je me lève le matin le plus tard possible, ce qui du coup dans ma vie n'est pas très tard parce que j'ai une fille et qu'il faut que je l'emmène à l'école. Donc le plus tard que j'arrive à faire, des fois c'est 7h40. Je dépose ma fille à 8h30. Entre temps, on a passé un peu de temps ensemble et c'est toujours très court, mais c'est comme ça. Du coup, je suis dispo pour bosser entre 8h30 et 9h et mes journées commencent en général là. D'accord. J'aime bien commencer ma journée de travail par du travail justement et faire des choses un peu plus qui demandent un petit peu plus de réflexion long terme ou parfois rien faire l'après-midi, ça m'arrive aussi hein. Ça c'est des grands avantages peut-être de mon dernier fonctionnement où je me tue plus trop à la tâche, c'est que quand vraiment je sens que j'ai un besoin d'une demi-journée, je suis plus là à culpabiliser, oh mon Dieu, je prends une demi-journée, c'est horrible, je la prends, je vais au parc, je vais courir, je fais un truc, mais je me sors la tête du travail. C'est important parce que ça te permet de mieux bosser derrière aussi. Ouais. Bah oui, et puis je le vois en fait, quand j'ai trop bossé, que je suis sur une stratégie depuis 2 jours, il en sort quasiment plus rien de bon et bizarrement... une journée ou une demi-journée à rien faire ou à faire complètement autre chose, bah hop, l'inspiration revient et on est reparti. Donc il y a toujours plusieurs niveaux, mais je pense que dans le web, on est quand même énormément sur l'écran, dans la réflexion, que ce soit pour les gens qui codent ou pour les gens qui créent. On s'autorise pas assez aussi à prendre des pauses. Donc mes journées, en général, j'essaie d'être très productive le matin et je vais beaucoup travailler sur les dossiers des clients notamment. L'après-midi, je vais quand même essayer de me consacrer un petit peu plus à mon entreprise. Et c'est là que ça va intervenir au niveau stratégie, vision, comptabilité administrative, que j'adore évidemment. Répondre à des interviews, ce genre de petites choses. Écrire pour mon blog aussi. Faire des choses qui me permettent de sortir la tête du travail, mais au final, pareil, que j'ai eu tendance à beaucoup négliger à une époque. Et c'est vraiment dommage. J'essaie de consacrer du temps à mon agence comme si c'était un client maintenant. D'accord. De la rencontre entre Meet Studio et ton agence, l'agence Someday, est né le magazine vidéo Tada. Est-ce que je le dis bien? Tada. Ouais, mais c'est carrément ça. Tada. Tada. Qui promeut le bien manger. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce magazine? Oui. Déjà, c'est un super grand plaisir. Je crois que t'es une des premières qui
qui en parle, parce que Tada, on n'a pas forcément beaucoup identifié les parties prenantes, on a vraiment voulu mettre en avant la bouffe, quoi. Il y a Le beaucoup miam de miam. nourriture, le miam miam, le manger. Donc c'est un magazine qui est 100% vidéo, qui est né sur Facebook, et notre but avec Meet, qui est un studio qui fait du graphisme et du design culinaire, de l'événementiel, enfin elles font des choses extraordinaires si vous voulez aller voir. On s'est rencontrés en fait, on a travaillé pendant 1 an dans le même coworking, et on avait très très envie de faire de la créativité autour de la food, mais pour nous, enfin dans le sens où, pas pour répondre à une demande d'un client, mais pour vraiment être dans la créativité pure. Il s'est avéré qu'on avait envie de toucher le milieu du bien manger, mais là aussi pour des raisons d'éthique, et notamment de parler des recettes végétariennes qui nous faisaient kiffer. Ça, c'est top. Étant végétarienne, je suis très très contente. Donc que des recettes végétariennes et qui sont très faciles à faire, qu'on a voulu tourner vraiment dans la tendance. On n'a pas innové là-dessus. Nous, on voulait pas innover sur le format. On voulait que ce soit un format comme ceux que vous pouvez voir sur des motivateurs food ou ce genre ou Tasty ou ce genre de chaîne. Donc un format vu du dessus où on décompose les recettes. Par contre, là où on a vraiment voulu mettre de l'innovation, c'est on fait quelque chose de végétarien, et 2, quelque chose de malin et dans lequel le design culinaire a une vraie place. D'accord. Donc il y a vraiment une notion de design, on essaye de créer des recettes que vous avez a priori pas trop vues ailleurs. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et comment faire d'un aliment hyper simple comme la banane, par exemple, quelque chose qui peut être hyper joli dans l'assiette sans qu'il y ait beaucoup de préparation derrière. Donc on avait vraiment pris le parti de s'amuser, et puis de trouver une communauté qui ait envie de consommer des produits frais, et qui ait envie de recettes sympas, qui serait fière à présenter à l'apéro ou au dessert. Enfin, il y a vraiment une notion de convivialité aussi. Et puis c'est un peu... Actuellement, on est un petit peu prise à droite à gauche, et c'est vrai qu'on fait moins de vidéos, mais c'est dommage parce qu'on aime toujours autant. Chaque fois qu'on regarde nos vidéos, on est toujours aussi contente. C'est important. C'est important d'être fière de son travail. Et en fait, on est contente de l'avoir fait. C'était une collaboration, je pense même humainement, qui nous a apporté énormément. Donc le kiff, quoi. Super. Si vous voulez aller voir, c'est Tada sur Tada Facebook, c'est ça? Avec 3 A. Avec 3 A. Vous pouvez aussi trouver sur YouTube, même si c'est très récent qu'on ait mis les vidéos sur YouTube. Sinon, c'est principalement Facebook, ouais. D'accord. En tant qu'experte social media, est-ce que tu peux nous dire ton point de vue sur les réseaux sociaux et leur évolution depuis que tu travailles dans le secteur? Bon, déjà, je suis experte, apparemment. Oui, tu l'es. Merci, Alice. Tu l'es. Ok, experte, ok. allons-y. Mais oui. Alors moi, les réseaux sociaux, j'ai toujours eu une relation un petit peu compliquée, dans le sens où j'en ai rapidement vu les contours, les avantages marketing, les avantages commerciaux, et aussi tous les avantages éthiques pour une marque d'y être, pouvoir se connecter vraiment avec ses communautés et arrêter d'être dans cette habitude de communication descendante comme ça. J'ai tout de suite accroché à ce niveau-là. Par contre, au niveau personnel, j'ai mis du temps à accrocher, et j'ai notamment fini par en avoir vraiment marre, en fait, de la façon parfois. T'as été intoxiquée un peu par... Ouais, je me suis vraiment sentie intoxiquée par les réseaux sociaux, et mais notamment à des périodes un petit peu cruciales, genre pendant les élections en France, ça a été... ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux m'a franchement pas plu. Il a fallu vraiment que je les nettoie, dans le sens où je me suis vraiment mis en quête de comment je pouvais faire en sorte que les algorithmes sur les réseaux sociaux me pourrissent pas ma journée, en fait, concrètement. D'accord. Donc il y a vraiment eu, et je pense qu'on a une tendance qui vient là-dessus pour les consommateurs, qui est pas pour tous, évidemment, et tout le monde a son degré d'apprentissage sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il va y avoir une tendance très forte à filtrer, trier, rechercher la qualité et vraiment dépolluer, quoi, des réseaux sociaux. Je vois de plus en plus de gens me dire ok, Facebook, franchement l'état en ce moment ça m'apporte plus grand chose, j'ai l'impression de faire du voyeurisme, et je me dis comment renverser la tendance, alors nous avec notre métier, mais aussi pour que les consommateurs continuent à prendre du plaisir, les consommateurs ou les internautes prennent du plaisir à aller sur les réseaux sociaux, c'est comment faire en sorte que ça reste des espaces de convivialité, pas des espaces de voyeurisme. Moi je trouve ça, c'est peut-être étonnant, c'est parce que ça rajoute des défis aux community managers. Mais moi, je trouve ça très bien, en fait, la décision qu'a pris Facebook de nettoyer les fils d'actualité. Et d'en faire moins pour les pages entreprises. C'est-à-dire que nous... C'est assez controversé, mais... C'est très controversé. Je pense que c'est compliqué, parce que ça demande
soit de la créativité, soit avoir créé un affect qu'on n'a pas créé avec les communautés. Et c'est pas la partie la plus facile de notre job de créer de l'affect. Très souvent, on va créer de la com. Donc on va créer des publications et on espère qu'elles soient vues. Et si elles sont pas vues, eh ben, on essaie de contrebalancer avec d'autres actions web marketing. Et je me demande si tout ça, ça va pas remettre le contenu au cœur de tout, en fait. C'est-à-dire que les gens vont devoir faire des choix et on va pas avoir d'autres choix que de s'intéresser véritablement à ce que veulent les communautés. Donc moi, il y a vraiment une tendance à la fois personnelle de « Ok, je me dépollue, il y a des réseaux sociaux sur lesquels je ne vais même plus, sauf professionnellement, je m'interroge et je continue. Typiquement, Instagram, je continue à me renseigner, mais je l'ai même plus sur mon téléphone. Ok. Donc quand je dois l'utiliser, je m'appuie aussi sur les compétences de Léna avec qui je travaille et qui, elle, adore Instagram. Mais en fait, je me dis, est-ce que dans mon métier, j'ai besoin de savoir exactement comment fonctionne une story ? Une fois que je l'ai fait une fois, j'ai fait une story. Il n'y a pas besoin de le faire 10 fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'analyse derrière la story et qu'est-ce que ça apporte et est-ce que c'est efficace. Le faire moi à titre perso, ça y est. Enfin, je pense qu'au bout de 7 ans, je me dis... Ok, c'est bon, j'ai essayé plein de choses, je sais quels sont les leviers. Je veux surtout pas perdre pied, donc je continue à faire des dossiers de production pour les clients. Mais je pense que la tendance de vouloir se dépolluer, elle va venir de beaucoup plus d'internautes qu'avant, que les réseaux sociaux vont s'y adapter, et que les marques et les entreprises vont devoir vraiment tirer leur épingle du jeu. Et ça, c'est plutôt cool. Ok. En parlant de détox, tu es aussi auteure en fait, en plus de consultante, en plus de dirigeante d'agence. Tu as publié en mars 2016 un ouvrage qui s'intitule Objectif Digital Détox, qui est un guide pratique à l'usage des web addicts, qui promeut un usage plus conscient et plus raisonné des réseaux sociaux et du web en général. Donc je veux tout savoir sur comment t'as écrit le livre, est-ce que c'était dur, comment s'est passée la publication... Ah là là, d'accord, ok, c'est parti. L'aventure. Alors, l'idée de ce bouquin, déjà, il est né du constat que moi j'avais de ma propre utilisation des réseaux sociaux et du web en général. Comme je t'ai dit, quand j'étais adolescente, j'étais vraiment une passionnée. J'ai été passionnée comme ça même dans ma vie professionnelle. Il y avait vraiment des moments où je passais l'équivalent de 18 à 20 heures par jour sur un écran. C'est-à-dire, je rentrais chez moi... Je m'occupais vaguement de ma fille, sans culpabilité aucune, je m'en occupais, mais si tu veux, avec le smartphone pas loin. J'avais un petit peu de temps pour manger, puis ensuite je me remettais sur l'ordinateur. Enfin, en termes de vie sociale, c'était assez compliqué. Je suis devenue très très accro. Au niveau personnel sur les réseaux sociaux, pas spécialement accro, mais du coup, par mon job, j'y étais en permanence. Et donc, il y a vraiment eu ce constat de me dire à un moment donné que j'ai voulu m'en sortir déjà, que j'ai bossé avec un psy aussi. On a essayé de comprendre, voilà, les mécaniques addictives, voilà pourquoi. Je me suis dit, ok, il y a vraiment plein de choses qu'on ne sait pas. Notamment ces mécaniques addictives qui sont utilisées sur les réseaux sociaux pour qu'on y reste plus longtemps. On s'en rend bien compte des fois qu'on a cliqué sur une vidéo de chat sur YouTube et que 2 heures après on y est encore. Mais de là à savoir exactement pourquoi et sur quel levier ça joue, il me semblait qu'il y avait quelque chose à combler. Donc l'idée, elle est née, moi, de mon utilisation vraiment abusive et du fait que je veuille me détoxer. Et puis ensuite, petit à petit, pendant ma détox, de me dire, tout ça, il y a des raisons et il faudrait que je trouve comment les expliquer. Je me suis dit que ça faisait partie de mon métier aussi. J'ai écrit un plan, qui était vraiment une hypothèse de bouquin. Avec une collègue, on s'est dit que ça pourrait être cool qu'il y ait un questionnaire derrière pour voir si j'étais la seule à ressentir ça, si j'avais besoin de ça, etc. Mais ça a été le départ de plein de choses. J'ai toujours posé une question avant de me lancer dans un projet. On parlera de tout à l'heure, d'une question qui nous a rapprochés aussi. Oui, complètement. C'est exactement ça. Donc j'ai lancé une question sur Twitter aussi. C'est ça. Et j'ai demandé s'il y avait des personnes qui ressentaient aussi ce malaise vis-à-vis des réseaux sociaux du web, s'ils avaient l'impression d'être accros, et qu'est-ce qu'en disait leur famille ou leurs proches. J'ai laissé un questionnaire qui a été rempli par quasiment 250 personnes. Et là, je me suis dit en le relisant, attends, mais c'est pas possible, il y a vraiment un potentiel de fou. Il y a des gens qui veulent des réponses. Et ça me faisait kiffer d'en parler, en fait. J'ai envoyé un email, du coup, à 3 éditeurs. D'accord. Il y en a 2 dont j'ai jamais eu de retour, même pas non, c'est nul, non, merci, bien vrai, bye bye. C'est souvent le cas. Et il y en a un qui m'a répondu, qui est Henri des éditions Kawa. Qui a l'habitude de travailler avec des community managers et des gens du web marketing en fait, donc je pense que ça a aidé aussi que je sois dans ce milieu en fait. Je lui ai proposé mon plan d'article, on s'est appelé, il m'a dit go, c'est parti.
Génial. Ouais, génial. C'était vraiment la première naissance, je pense, physique, concrète du bouquin, c'est qu'ils disent oui. J'ai écrit le bouquin. Et là, pour répondre à ta question, est-ce que c'était agréable ? Réponse, pas tant. Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, parce que c'est, au final, c'était un bouquin... J'avais fait un constat, je me disais qu'il fallait que je réponde à ce bouquin, et j'ai vraiment, je pense, avec le recul, traité ce bouquin comme un dossier client. C'est-à-dire qu'il fallait que je rende quelque chose et il fallait que je le fasse. Et ça veut pas dire que j'ai pas pris de plaisir. Par exemple, les interviews qui ont découlé des questionnaires pour certaines personnes, ça a été vraiment un grand kiff. Avoir des idées, les mettre dans un calepin, les consigner. Je faisais un peu de design thinking avec mon livre, donc du coup, je me faisais moi-même mes propres post-it, mon propre board. Enfin bon, je me suis amusée à ce niveau-là. Mais alors, je me rappelle que les moments où je devais écrire mon bouquin, je me mettais sur mon ordinateur et je tapais tellement fort sur les touches du clavier parce que je pense que j'étais crispée. Waouh. Que mon chéri savait que j'étais en fait en train d'écrire le bouquin. Tap. J'étais là, il fallait le faire, voilà, fallait y aller quoi. Donc avec le recul, on apprend certainement plein de choses, mais l'écriture, on la fantasme énormément. Et je continue à la fantasmer en fait parce que je pense qu'il y a aussi un autre monde, c'est le monde où d'un coup t'es payé pour écrire. Alors que là, moi j'étais une freelance qui écrivait un bouquin en plus de tout son job. Et en plus un bouquin du coup qui était attendu par un éditeur. Enfin limite je me dis, est-ce que j'aurais pas dû le proposer une fois qu'il était écrit ? Et moi j'ai voulu la jouer sécure. Et d'abord faire valider par un professionnel. Or, ça m'a quand même mis dans un cadre au final, tu vois. Mais ça, c'est un peu le reproche que je me fais d'il y a quelques années, c'est que j'avais toujours besoin que tout soit sécuritaire. Il fallait toujours... valider, et qu'il y ait un avis autour de professionnels, de gens que j'estimais plus compétents que moi. Et il y a quand même cette notion de... ça bloque un peu la créativité. Quand tu as ferré un plan... et que tu l'as filé à un éditeur, tu peux pas dire le lendemain, ok, j'ai une super idée, on va tout refaire. Et complètement différemment, et ça va être super drôle, ça va être un super bouquin, vous allez voir. Mais non, enfin, ça marche plus comme ça. Donc, je dis pas qu'ils étaient pas assez ouverts pour, je dis juste que voilà, le recul me fait dire que j'ai très envie d'écrire à nouveau des bouquins, mais cette fois, je les garderai pour moi, et si ça doit être édité, ce sera édité. Ce sera édité après, c'est ça ? Ce sera édité après. Tu les écris. Si ça doit pas être édité par quelqu'un parce que j'ai fait quelque chose qui me plaisait foncièrement à moi, bah, je les lancerai en auto-édition, tu vois. Je veux juste que le processus d'écriture soit plus créatif et plus libre, ouais. Ce qui est normal, d'accord. Mais... Donc il y a d'autres bouquins, d'autres idées de livres que tu as en tête, des là ? idées, ouais, mais j'ai pas... à part avoir encore attaqué un plan par-ci, un plan par-là, là, je sens que c'est pas le moment de les écrire. Mais ouais, enfin, je pense qu'on y prend goût aussi quand on aime écrire. Si on commence à se dire, ok, j'ai réussi à écrire plus de 10 pages. Ok, plus de 20 pages. Ok, j'ai écrit un livre. Ok, il est sorti. Ok, il est sorti. Bah, ok, bon, les gens l'achètent. Ok, il y a plus de limite. Donc en fait, il faut juste le faire. Parce que même s'il n'est pas édité, je pense que le truc dont tu es le plus fier, c'est que tu as réussi à le finir. Ah oui, tu peux être très fier. Ah mais carrément. Donc je rappelle, le titre du livre, c'est Objectif Digital Détox. Merci. Aux éditions Kawa. Des auditeurs curieux se demandent peut-être comment je connais Jessica. En fait, elle a posé une question sur Twitter, comme elle l'a dit tout à l'heure. C'était quoi ta question déjà ? C'était est-ce qu'il y a d'autres filles qui veulent... qui sont amoureuses et passionnées de Lyon. Et qui veulent écrire, qui aiment écrire et qui aiment Lyon. Et moi j'étais là, waouh, j'aime écrire et j'aime Lyon. C'est fou. C'est qui ? Et je suis une meuf. Je suis une meuf en plus, génial. Donc du coup, Jessica a créé Girls Tech Lyon, qui est le webzine féminin et lyonnais, avec Sophie Duarte, il me semble. Et c'était en 2014 aussi. Ouais. Et je faisais partie de la première poignée de rédactrices. Et depuis, c'est parti très loin. Je sais plus combien on est maintenant, mais... Alors, en active, il faudrait demander à Sophie, parce que du coup, c'est elle qui gère maintenant complètement les rédactrices. Mais il y a eu des pics où on était une quarantaine. Ouais. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est un super projet. Ça t'est venu d'où ? Eh bien, ça m'est venu principalement de mon amitié avec Sophie, en fait, parce qu'elle revenait du Portugal à l'époque. Moi, j'étais en plein dans l'évolution de mon côté freelance. Voilà, je m'étais lancée pas très longtemps avant, 1 an et demi à peu près avant. Et je me disais, oh, ce serait quand même super chouette qu'on fasse un truc ensemble. Regarde, moi, je sais faire du web, c'est ce que je kiffe. Et puis toi, t'es photographe. Et puis on adore Lyon. Et puis elle voulait se réapproprier Lyon aussi parce qu'elle avait passé plusieurs années à l'étranger. Moi, je voulais continuer à explorer Lyon parce que je me disais, waouh, depuis que j'ai décidé de me mettre à mon compte, chaque rencontre
c'est un bonus extrême en termes de vie perso, en termes de vie pro. Enfin, j'avais l'impression de grandir grâce à toutes ces expériences. Et je me dis comment on peut cristalliser ça dans un projet. La ville de Lyon, c'était évident. On avait juste envie d'explorer la ville. Et petit à petit, en fait, au départ, on voulait le lancer que toutes les deux. Et petit à petit, parce que je crois que si mes souvenirs sont bons, en fait, moi, je travaillais dans d'autres rédactions, mais pour des magazines 100% sur le community management ou la rédaction web. Et je me rappelle qu'on était des équipes de blogueurs, du coup, ou des rédacteurs, sur des web magazines. Et je me suis dit, punaise, ça pourrait... Il me semble, en tout cas, que je lui ai dit, ce serait peut-être pas si compliqué de réunir des gens autour de nous. Et pour le coup, ce serait une toute autre expérience qui nous empêcherait pas de faire ce qu'on aime, mais en tout cas, qui pourrait le promouvoir à un peu plus grande échelle aussi, quoi. Donc, il y avait ce côté un peu partage, collaboration, et puis rayonnement. Et on a lancé effectivement cette question sur Twitter de est-ce qu'il y a des amoureuses de Lyon, je crois, c'était ça, oui, c'est ça. qui aiment écrire et qui ont envie de nous rejoindre pour un web magazine féminin, enfin. Et on a eu là aussi genre une centaine de réponses. Beaucoup de retours. C'était incroyable. Alors, j'aurais jamais cru qu'un tweet pouvait aller si loin et pourtant parce que du coup, parmi toutes ces personnes qui ont répondu à l'annonce, on a ensuite fait un apéro pour présenter le projet quelques temps après. Et il y a vraiment eu un socle de 25 ou 30 personnes qui, d'office, nous ont dit « Ok, moi je veux écrire ». On s'est rendu compte en fait que ce projet, ça permettait aussi à des filles qui avaient envie d'écrire mais qui se sentaient pas de gérer... Qui se sentaient pas légitimes peut-être ? Alors parfois pas légitimes, c'est vrai. Parfois pas légitimes. Et parfois, il leur manquait pas grand-chose pour se lancer, mais gérer un blog, que ce soit de façon opérationnelle, de façon technique ou sur la récurrence, elles se rendaient compte que c'était vraiment du taf. Donc là, on donnait le format. On donnait un format, en fait c'était une plateforme, voilà, une sur laquelle les filles pouvaient s'exprimer sur ce qu'elles voulaient, parce qu'on avait déterminé des grandes familles, on pouvait parler autant d'architecture que de shopping, il fallait juste que ça ait un lien avec la ville de Lyon et avec les Lyonnais. Mais il y avait aussi ça, c'est-à-dire qu'on a, sans s'en rendre compte, on a accueilli aussi dans l'équipe des filles qui écrivaient déjà sur leur propre blog, mais elles voulaient changer de ligne éditoriale en fait. Et elles se disaient... s'intégrer dans un projet aussi. Ben voilà, il y avait l'intégration dans un projet, il y avait aussi... ouais, ok, bah moi je fais un blog de mode, par exemple, mais j'adore aller au restaurant, et de temps en temps j'ai des super bonnes adresses que j'aimerais faire partager, mais les gens viennent pas sur mon blog pour ça. Et en fait, il y avait aussi ce côté un peu relais de ok, je prends aucun risque, je suis dans une équipe cool, on a beaucoup mangé chez Girls Tech Lyon. C'est vrai. On se faisait des grands apéros qui étaient des comités éditoriaux, mais principalement voilà, la réunion éditoriale durait 30 minutes. Voilà, et le reste du temps, je me souviens d'un anniversaire où il y avait un buffet immense, j'étais là, ok. Et Sophie est une pointure en buffet, c'est vrai, donc complètement. Elle nous a bien nourris, je pense. Mais bon voilà, ouais, et t'as fait partie, mais vraiment de la toute première poignée, parce que t'as répondu, t'es venue je me rappelle à l'apéro, on s'est rencontrés derrière, donc ouais. Et du coup... c'est une belle aventure. C'est une belle aventure, ouais. Franchement, c'est super. Si on parle d'un autre sujet sur ton site, du coup, Jessica Rolland, parce que tu as ton site de l'agence Someday et tu as aussi ton site perso pro d'ailleurs, j'allais dire. Oui, j'ai un peu du mal à m'exprimer sur le web en 100% perso. Oui, c'est pas trop mon délire. Donc c'est jessicaroland.com, il me semble. Tu proposes un programme en ligne qui s'appelle 7 jours pour switcher, ce qui est dédié aux indépendants pour performer dans leur business sans sacrifier leur vie personnelle. Est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour toi, l'équilibre vie pro, vie perso ? Je pense que je connais la réponse à la question, mais bon. Oui, a priori, oui. non, oui, c'est... alors, c'est important et ça faisait longtemps que je tournais autour du sujet. Je crois que le sujet de mon mémoire, quand je suis sortie du Master 2, donc je faisais de la vente et du management commercial. Pardon, hop. Je crois que le sujet de mon mémoire, c'était... comment faire en sorte que les commerciaux qui sont parents puissent être performants sans sacrifier leur famille. Hein, c'est un truc comme ça. J'ai plus exactement l'intitulé, mais en tout cas, on était déjà... j'avais pas fini mes études, que déjà je me disais, mais mince, comment on fait pour être bon dans son job et en même temps pouvoir garder les pieds sur terre, avoir une famille et des aspirations personnelles, tu vois. Donc ça fait longtemps que ça traîne et du coup j'avais vraiment envie d'écrire un blog, même carrément que là-dessus, et je l'ai appelé jessicaroland.com parce que j'ai très envie, comme tu l'as compris, d'écrire un jour d'autres bouquins, et je me disais que c'était beaucoup plus facile en termes d'identification de continuer sur cette voie-là et qu'on raccroche des écrits à mon nom
Mais du coup, ça a donné lieu à 7 jours pour switcher, qui est un programme gratuit et sur lequel, en fait, je me suis vraiment interrogée sur moi, comment j'ai fait un switch. C'est-à-dire passer de je travaille sans arrêt en tant que freelance à je monte une agence qui me permet d'aller plus loin dans ma vision, mais aussi de m'aménager une vie qui me correspond en tout point, et pas seulement au niveau pro. Okay. J'avais vraiment cette sensation au niveau freelance qu'en tout cas, j'avais atteint mes limites parce que je ne faisais que bosser. Ce qui n'arrangeait pas mes petites affaires, parce que comme tu l'as compris, j'étais aussi un peu accro au web, donc c'est un cercle vraiment vicieux pour le coup. Je travaillais sur le web et c'était ma seule ambition, donc il y avait une espèce de soif d'y être et de rien manquer. Et donc, mais c'est carrément ça, voilà, c'est du FOMO, et je me suis vraiment interrogée là-dessus, et je pense que j'ai vraiment opéré un switch dans ma vie qui m'a fait dire, ok, qu'est-ce que je pourrais donner comme contenu qui pourrait aider aussi des personnes à passer par là. Je pense qu'on en est tous là à un moment donné. Tout à fait. On se pose la question de comment avoir du travail quand on se lance en freelance, et un jour on se pose la question de comment on peut faire pour en avoir autant ou moins, mais en ayant une meilleure qualité de vie, quoi. Il y a des paliers, je pense. Oui, complètement. Dans le web. D'ailleurs, je suis de près ta page Facebook, parce que j'aime beaucoup. Et j'adore tes posts. Ils sont souvent assez longs. Et ils sont... Il n'y a pas de souci. Et ils sont super inspirants. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu parles aux gens comme s'ils étaient tes proches, en fait. Comme si tu donnais des conseils à ton pote. Tu donnes des super conseils. Et je trouve que tu as vraiment une patte éditoriale. Est-ce que tu bosses beaucoup tes posts ou est-ce que c'est de l'impro total ? Et ben déjà merci parce que c'est vraiment trop gentil, et oui, c'est vrai que je parle aux gens comme si c'était des potes, parce que je me suis rendu compte que ça libérait ma façon d'écrire. J'ai essayé d'écrire par exemple pour mon agence, et c'est un vrai souci pour moi pour le moment. J'ai pas trouvé la solution encore, je continue à la chercher, mais à partir du moment où je dois écrire pour moi, enfin en parlant avec ma voix pour des professionnels, il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que je me rends bien compte que ça me correspond pas, même quand je rencontre des clients, même si c'est d'être dirigeant d'entreprise, très rapidement on est plutôt dans la confidence professionnelle évidemment, mais plutôt sur la tonalité du conseil, de l'accompagnement, de la confidence. Et l'article de blog, pour moi, ça figeait tout ça, ça ne fonctionnait pas. Et mon blog me permet de faire ça. Mon blog jessicaroland.com me fait carrément triper à cause de ça. Et du coup, c'est marrant que tu parles de patte éditoriale, parce que moi, c'était mon premier complexe quand j'ai commencé à écrire les posts. C'était de me dire, ok, si je parle aux gens comme si c'était des potes, je suis pas en train de faire de la rédaction, quoi. Je suis en train juste de retranscrire ce que j'ai dans ma tête. Et puis en fait, ça marche. Alors quand je dis ça marche, c'est que ça marche. Apparemment, c'est bien reçu quand les gens le lisent. Moi, je trouve, c'est bien reçu. Hein. Ouais. Du coup, même si c'était mal reçu, c'est la meilleure façon que j'ai de le délivrer. En fait, c'est je n'ai pas d'autre. Voilà, j'ai pas. Je peux pas faire autrement, en fait. J'ai même chose que j'ai mis du temps à comprendre, mais même le fait de tutoyer les gens me faisait un bien fou. Mais c'est ça. Et je me le suis interdit parce que pendant longtemps, j'étais un peu choquée par les pubs où genre Soch qui te tutoie. Je me disais, ça va, c'est bon, je suis pas une gamine, quoi. Je vais te donner 30 € par mois, t'arrêtes de me dire tu. Puis je sais pas pourquoi je m'étais bloquée là-dessus, parce que maintenant que j'ai libéré ça, je me dis non, en fait, j'ai besoin de tutoyer, je veux parler comme si j'étais face à une personne. J'imagine aussi que ça doit être pareil pour les gens qui font de la vidéo, c'est qu'à un moment donné, moi, on m'avait conseillé, quand j'avais fait des petites vidéos pour un client, on m'avait dit, faut que tu regardes l'écran, l'objectif, et que tu fasses comme si tu parlais à quelqu'un que tu connaissais. Sinon, c'est trop impressionnant, c'est trop institutionnel, c'est pas génial. Puis tu es figé, ça fait voilà, pas naturel. Voilà, c'est ça, t'es pas naturel. Imagine que l'objectif, c'est quelqu'un que tu connais, et parle-lui. Tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Et j'ai ressenti exactement ça quand j'ai commencé à écrire des posts. Donc, la seule chose que je prépare, c'est que quand j'ai une idée, je l'écris en une phrase dans mon iPhone, en fait. Ok. Sinon, tout le reste, c'est de l'impro. C'est de l'impro. Ouais. Et je suis assez impressionnée. C'est gentil, mais pour le coup, on reparle de switch, mais je pense que c'est ça. C'est à un moment donné, c'est se dire avec quelle voix je suis la plus moi-même. Et ça vient. Et pendant longtemps, j'ai essayé de jouer un rôle, en fait, et c'est ça qui m'a empêchée d'écrire. Même dans mon livre, même si j'essaye de faire des petites blagues de temps en temps et d'être un peu moi-même, je me suis quand même mis la pression d'écrire un truc en me disant « Ok, ça va être lu ». Et c'est très bien, hein, notre métier dans le web marketing, c'est de faire en sorte que les choses soient lues et appréciées. Mais quand on écrit pour soi, on est encore sur une autre démarche bien plus intime. Donc, Et puis si c'est lu et en même temps que c'est soi-même, c'est encore mieux. C'est ce que je me dis. Je me dis, ça filtre. C'est jackpot. C'est-à-dire que si quelqu'un lit et qui s'y retrouve pas, c'est qu'on n'était pas fait pour matcher. Et dans la vraie vie, probablement qu'on n'aurait pas matché non plus. Et ça s'arrête là. Et je me suis libérée pour ça aussi, parce que je me dis, oui, ça va être lu.
mais ça va être lu par des gens qui ressentent ce que je ressens. Et mon but, c'est pas non plus de parler de moi sur ce blog, c'est juste de dire voilà ce que je peux tirer de mes expériences et quels conseils je peux vous donner si ça vous intéresse. J'essaie de pas être dans la moralisation ou le Yaka Faucon qui est hyper pénible et qui est Toxique. légion sur le web de j'ai la méthode pour vous aider à... Il y a 50 Gagne 000 3 000 euros méthodes, par voilà. mois depuis ton canapé. Non. Sans rien faire, Sans avec rien un faire. morito. Non, pas Non. tant. Voilà, donc c'est cool que ça donne l'impression que je travaille beaucoup, mais si ça peut rassurer les gens qui ont envie de se lâcher un peu sur le web, non, tu peux aussi faire de l'impro et ça marche aussi, quoi. Ok. Récemment, je suis allée voir ta mini-conférence, c'était pas très long, mais je crois que c'était 20 minutes, un événement qui s'appelle Lyonfluenceuse, qui était super d'ailleurs, où tu parlais de ton parcours, et tu es beaucoup, je trouve, dans l'empowerment, on appelle ça, sans trop me tromper, je pense que tu es féministe, je dirais, Ouais. et que tu encourages beaucoup les femmes à être des boss et à faire ce qu'elles veulent, et tu trouves que tu es Ouais. comme ça. Oui, et je me rends compte que je le suis pour les femmes parce qu'il y a une demande certainement plus forte, et puis forcément je m'identifie aussi. Mais par contre, il y a plein d'hommes qui en ont besoin aussi. Alors, c'est pas que je réponds à ce besoin pour le coup, mais en tout cas, j'ai remarqué que c'était une problématique plus avouée pour les femmes de dire j'ai des doutes, ou j'ai envie d'être inspirée, ou j'ai besoin d'aide, même si des fois c'est dur de le dire. En tout cas, ça émane plus facilement des femmes. C'est vrai. Et sans vouloir tomber sur le cliché, parce qu'il y a forcément le contre-exemple qui existe quelque part, hein, mais... Et pour les hommes, il y a une espèce parfois de forme de fierté où ils vont pas forcément rechercher l'inspiration, mais beaucoup plus le résultat. Ok, je travaille ou j'écoute la conférence d'une personne parce qu'elle a déjà fait ses preuves. Et c'est un peu ça qui me plaît quand je bosse avec des nanas ou que je fais des conférences où je parle aux nanas, c'est que je sais que le simple fait de leur dire il y a des choses qui sont possibles, tu peux y arriver, et regarde, c'est pas si compliqué même si t'as peur, ça peut déjà marcher, ça peut déjà porter ses fruits. Et ça manque en fait. Enfin, moi je suis contente d'avoir trouvé des femmes qui m'inspirent parce que mine de rien, quand j'ai un doute, je suis contente de retourner lire ce qu'elles ont écrit ou écouter ce qu'elles ont dit parce que ça fait trop du bien. Donc j'ai pas au départ je me disais que j'avais pas pour vocation de le faire pour ça, mais en fait c'est tellement vertueux. Je rencontre des nanas, on en discute, elles se sentent mieux ou elles repartent regonflées, grave motivées une fois qu'on s'est parlé. Et moi, je repars dans le même état, en fait, parce que c'est ça, quand tu donnes et que tu reçois, c'est juste ouf. Donc oui, il y a du féminisme, mais il y a aussi... pour moi, c'est un mouvement, en règle générale. Enfin, devenir un boss, le lifestyle d'entrepreneur, c'est pas mon but, mais par contre, que tout le monde trouve sa place et comprendre que parfois ta place, elle est ailleurs et qu'elle est peut-être, oui, de monter ta boîte... c'est vraiment cool. Mais peut-être aussi juste que t'es pas bien chez ton boss, parce que ta boîte est pas bien. Peut-être juste que t'as pas trouvé le métier qu'il te faut, et peut-être que t'es pas fait pour monter une boîte. Il y a aucun souci. Mais par contre, si quelqu'un me dit j'hésite à monter une boîte, mais ça me tiraille, j'ai tellement envie de lui donner la force, quoi. Je sais pas comment je ferais. Peut-être que je lui donnerais de la nourriture et quelques conseils. Mange des bonnes recettes végétariennes. C'est ça. C'est ça. Mange mieux et aie les idées claires. Ok. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui souhaitent comme toi se lancer dans l'entrepreneuriat ? S'armer un petit peu quand même. Alors pas s'armer dans le sens partir pour une guerre, mais être sûre d'elles. Quand je dis sûre d'elles, c'est pas grave, elles sauront peut-être pas comment elles vont s'y prendre pour monter une boîte qui fonctionne. Par contre, que quand leur mari ou que leurs parents leur disent t'es sûre, mais non, arrête, c'est trop compliqué, t'as une bonne situation, que là elles soient armées pour dire non, c'est ce que je veux et je le ferai. Même si c'est du fake. Même si quelquefois, moi s'il y a un autre conseil qui découle de ça, en tout cas, c'est sois armé pour en parler, et si tu te sens pas assez armé, fais-le dans ton coin et dis-le le jour où c'est prêt. Parce que c'est tellement facile de se laisser décourager, parce que les gens ont peur, et ils ont peur pour toi, et ils t'aiment. Hein, quand ton père te dit, ou ta mère te dit te lance pas, garde ton CDI, c'est pas pour te faire chier, c'est parce qu'il t'aime, il a peur pour toi. Sauf que tu peux pas vivre comme ça en fait. Donc mon premier conseil, c'est sois sûr de toi, et si tu ne l'es pas, n'en parle pas aux gens qui pourraient te décourager.
Par contre, je suis pas pour le n'en parle pas parce qu'on va te piquer ton idée, ça j'y crois pas du tout. Non, ça c'est... Et au pire, si ça arrive, enfin voilà, c'est arrivé dans le cas de Facebook, mais enfin voilà, ça arrive à des strates. Et puis je pense que de toute façon, c'était la meilleure personne pour créer Facebook, c'était sûrement Mark Zuckerberg, donc tout est très bien qui finit bien. Mais en tout cas, non, pas dans l'idée n'en parle pas parce qu'on va te voler tes idées ou on va te voler ton énergie ou non. Juste, si c'est parti pour te décourager, n'y va pas. Enfin, n'en parle pas, quoi. Et par contre, fais-le. Et sinon, entoure-toi bien. Enfin, j'allais dire, ça vient exactement, voilà, c'est les gens qui sont positifs, ouais, c'est ça. les gens qui ont envie, les gens qui ont réussi, tu vas les voir, t'écris un petit mail, ouais, j'aime bien ce que tu... Moi, combien de fois je l'ai fait, j'aime bien ce que tu fais, et ce serait trop cool qu'on se rencontre ou qu'on prenne un café, et si c'est pas possible, pas de souci, juste sache que c'est trop cool ce que tu fais, ça me fait du bien, point. Et franchement, qu'est-ce qu'on se sent bien quand on a des gens qui nous répondent, qu'on va boire un café avec quelqu'un de super cool. C'est la grande force aussi de la liberté qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est que si un mercredi après-midi, tu te dis « Ok, j'ai vu une conférence et je veux rencontrer la nana, je veux l'interviewer », eh ben fais-le. Donc ouais, attention à ton entourage. C'est le conseil que je donnerais à une femme qui se lance. Et pour le reste, tu vas y arriver. Cool. Est-ce que tu peux nous donner une ou plusieurs bonnes adresses que tu as à Lyon ? Je pense que tu en as beaucoup, mais on va essayer de... Ouais, et ben ouais, pas tant en fait. J'en ai pas tant que ça. Enfin, il y en a des très très bonnes partout, mais en fait, je vais souvent dans les mêmes endroits. Donc, il y a une adresse que j'aime beaucoup, qui est un coffee shop à Lyon 9e, parce que j'habite à Lyon 9e, qui s'appelle aussi Frenchy. Okay. Voilà. Au niveau des bonnes adresses, attends, mais j'avais noté ça. Ouais, alors moi je vais souvent, j'emmène souvent mes clients ou ma famille dans un petit restaurant, pareil à Lyon 9e aussi, qui s'appelle Le Moment. D'accord. Et que j'adore, vraiment. Okay. C'est trop bon, c'est trop génial, voilà. Et c'est déjà bien en fait, un resto, un coffee shop. Il y a de quoi aménager tes soirées, tes journées. Puis vous pouvez aller sur Girls Tech Lyon, il y a plein de bonnes adresses. Mais carrément, aussi. Oui, parce que c'était ça la vocation, c'était de les consigner et puis de les oublier derrière. Les oublier, tout à fait. On arrive à la fin du podcast et j'aime bien poser cette question à la fin. J'aimerais que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré récemment, que ce soit un livre, un site web, une conférence, etc. Quelque chose qui t'a inspiré ou réjoui ces derniers temps. Alors, il y a deux choses. Il y a un livre que je suis en train de lire là qui s'appelle le pouvoir du moment présent ou quelque chose comme ça. Écoute, je te donnerai exactement la référence pour que si tu veux la mettre dans le podcast. C'est pas Tony Robbins ? Non, non. Parce que c'est quelque chose d'un petit pouvoir peu illimité, mais d'accord. Pas... Non, c'est le moment présent. En tout cas, voilà, s'il faut retenir, c'est là-dedans. C'est le moment présent et dans le titre, et ça parle justement du fait de se réapproprier son temps et ses niveaux de stress. C'est assez spirituel. Je préfère prévenir. C'est pas du pur développement personnel. On est quand même un peu dans le spirituel, mais moi, ça me fait énormément de bien parce que j'ai tendance à toujours penser à après. Je suis toujours dans le futur de qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire demain. Et ça, pour la sérénité, c'est vraiment pas le top. Donc, ce truc sur le moment présent, ce bouquin-là, je te donnerai les références. Je mettrai l'article dans l'article du podcast. Parfait, le lien. C'est gentil. Il n'y a pas de souci. Tu vois, je l'ai perdu au moment où on parlait. Et puis, dans la même lignée, il y a un TEDx qui s'appelle, là, pour le coup, le pouvoir du temps off. Stéphane Zweig ou quelque chose comme ça. Okay. Là aussi, je te donnerai le lien. C'est sur une personne qui a une agence de design à New York et qui a un parcours fantastique. Il avait même été, il a été primé à de nombreuses reprises et il avait même été appelé par l'équipe d'Obama pour faire sa campagne pour les élections. Donc vraiment un très très haut niveau. Et cette personne a décidé de fermer pendant 1 an son agence tous les 7 ans. Pour retrouver la créativité et l'envie de bosser, puisqu'il se rendait compte que malgré le fait que ce soit sa passion, au bout d'un certain temps, il finissait par le considérer uniquement comme un job. Donc c'est quelque chose qu'il a fini par implémenter différemment. Il ne le dit pas dans le TEDx, donc c'est un petit complément, mais maintenant, il s'octroie 3 mois par an pour fermer l'agence. Il a décidé de ramener ça tous les ans. Et c'est un projet pour mes prochaines années, en tout cas. Intéressant. Le petit congé sabbatique de créativité. Pour retrouver l'inspiration. Et l'inspiration et l'envie aussi. Parce que les années s'accumulent, on fait toujours le même job, même s'il évolue beaucoup. Et le web va très vite aussi. Oui. Et des fois, il faut savoir se le réapproprier. Donc, faut retrouver le feu sacré. Et oh là là, c'est beau ça. Oui, le feu sacré, c'est ça. Et donc, je pense que dans les 2 ans à venir, si j'atteignais ça, ce serait vraiment cool. Ok.
Voilà. Super, merci beaucoup Jessica d'être venue. Merci à toi. Si vous souhaitez en savoir plus, vous n'hésitez pas à aller sur agence-someday.com ou sur jessicaroland.com. Sur la page Facebook, c'est Jessica Roland FR. Et sur le Twitter, c'est @JessicaLimae avec un Y. Voilà, j'espère que tu as passé un beau moment. Moi, j'ai passé un super moment. Moi aussi, ça me fait Merci trop plaisir. beaucoup. Merci à toi.